صحيح. ايه نتعود كي في ساعة أو ديك عم سوي. Donc on va reprendre pour cette quatrième partie de la lettre ouverte adressée à la jeunesse mondiale la jeunesse mondiale d'une manière générale et à la jeunesse estudiantine d'une manière particulière. La plupart des éditeurs vont penser que il y a eu beaucoup de répétitions dans cette lettre. Non, ces répétitions sont nécessaires, c'est pour appuyer et pour que le message puisse être bien dosé, bien que j'ai tout fait pour essayer de résumer seulement cette lettre, parce qu'il y a beaucoup de détails que j'ai sautés. Alors hier, à la fin de la troisième partie, je suis arrivé au regretté frère Mustafa El-Wali, secrétaire général du Polisario. J'ai dit c'est quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois. Et j'en ai discuté sur ce sujet même. Et lui-même, il est fortement convaincu qu'il est tombé dans un piège, oui, tendu à la fois par l'Algérie et par la France. Je dis bien par l'Algérie et par la France. Cette politique n'a jamais été à l'ordre du jour au sein des instances internationales, bien que toutes ces instances internationales sont complices, mais comme à l'accoutumée, les complots colonialistes les complots colonialistes ne sont jamais dénoncés. Surtout par les institutions internationales ou par les gouvernements en place. D'ailleurs, la mort de Mustafa El-Wali est une mort louche, très louche même. Parce que lui, à la fin du congrès, du premier congrès tenu par Polisario, et où ils ont créé une assemblée nationale, oui. Il a été interviewé par le journaliste de Algérie Actualité. Il aurait dit le nombre des députés était de 40. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard. C'est en tenant compte de nos coutumes et des traditions, le chiffre 40 est un chiffre sacré. Oui. Alors, lorsque j'ai vu ça sur le journal, je l'ai vu lui-même en personne. Il m'a dit effectivement, nous en tant que berbères, le chiffre 40 est sacré.
Et pour lui, la berbérité, c'est le nationalisme pur de tous les pays de l'Afrique du Nord. Donc, le sigle de Rasd, République arabe sahraoui, arabe, a été imposé par une force extérieure qui n'avait rien du peuple sahraoui, de la population sahraoui. Oui, bref, j'ai dit que en 74-75, pardon, en 78-79, comme ça, oui, ouais, fin des 70, il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe à Tripoli, à l'hôtel Libya Palace. Le même jour, et dans le même hôtel, il y a eu aussi un congrès de l'Union des femmes africaines. Oui, sous la direction à l'époque de Madame Bentahar, notre sœur Madame Bentahar. C'est une Oranaise. Et le même jour, et dans le même hôtel, il y a eu une conférence, un congrès, une conférence des syndicats, des cadres syndicaux, des fédérations des finances de tous les pays arabes. Dans cette délégation, dans la délégation algérienne des syndicats, j'étais membre de cette délégation. Oui. Ces trois rencontres sont tenues au même moment et dans le même hôtel. En descendant en sortant, en revenant, en terminant notre réunion, il y a eu une petite pause. Et j'ai vu dans le hall de l'hôtel le frère Brahim Hakim, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Sahraoui, ministre des Affaires étrangères sahraoui. J'ai été salué, il y avait avec moi un autre frère, membre de la délégation algérienne, qui s'appelle Habibi. Il est cadre dans une direction, je crois au Trésor ou dans les impôts à Oran. Alors, en lui serrant la main, le frère Brahim Hakim, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois au bureau de Mustafa Louili. Alors, il était en train d'attendre devant la porte de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères des pays arabes. Il m'a dit j'attends d'un moment à l'autre à ce que le frère Bouteflika, ministre des Affaires étrangères à l'époque, m'appelle pour que je participe à cette réunion en tant qu'observateur. Parce que le même ordre, ou bien la même recommandation, c'était pour Madame Bentahar, oui, le frère Chérif Sadia a demandé à Madame Bentahar d'inclure dans la délégation algérienne des femmes sahraouis, pour qu'ils participent en tant que membres, soit à part égale, soit en tant qu'observateurs. La même chose pour notre délégation syndicale. On nous a dit alors de prendre avec vous la délégation sahraoui. C'est ce qu'on a fait.
Alors, on a tenté, alors ni la délégation syndicale, ni celle des femmes africaines, et même celle du ministère des Affaires étrangères, n'a réussi à faire admettre dans ces réunions les délégations sahraouies. Alors, le frère Brahim Hakim attendait devant la porte au moins durant plus de 4 heures. Alors, debout, on parlait justement de l'appellation de la République arabe sahraoui. Il dit oui, j'essaie, je me souviens, vous avez déjà parlé avec le frère Mustafa Wili. Moi aussi, je ne suis pas d'accord pour cette appellation. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, aucun pays arabe n'a reconnu le reste. Alors, aucun pays n'a reconnu le reste. Aucun pays arabe n'a reconnu le reste. Oui. Parce que si la République est arabe, normalement, ce sont ses frères. Ce sont les Arabes qui vont en reconnaître les premiers. Surtout l'Arabie Saoudite. Alors, aucun pays arabe ne les a reconnus. N'a reconnu la République arabe sahraoui. Alors, je me souviens, il avait un porte-clés avec un sigle. J'ai dit, alors il allait me le donner comme souvenir. J'ai dit, s'il porte le sigle d'Arrest, je ne vais pas le prendre. S'il porte à la rigueur, si c'est Politario, j'accepte. Politario, c'est un mouvement armé parce que moi-même, j'ai été dans un mouvement de l'opposition armée contre Ben Bella en tant que cadre dans la FFS. Ça arrive. Mais en tant qu'Arrest, en tant que république, surtout arabe, ça c'est inconcevable, c'est immoral. Non seulement, vraiment, comment dirais-je, c'est illogique, c'est aussi immoral. Alors, lorsqu'on voit de telles positions algériennes, je ne dois pas dire algériennes, c'est des positions de Boumediene à l'époque, qui a été reprises par Bouteflika. Et c'est malheureux. Ça ne lui va pas du tout pour Bouteflika. Un homme de telle vraiment envergure politique, qui s'acharne avec acharnement à soutenir Arrest, je ne sais vraiment, personne n'arriverait à le classer. Oui, avec toutes ses compétences politiques, avec toutes ses grandes envergures, avec toutes ses compétences, avec toute son intelligence, eh ben, il tombe dans un piège. C'est pas un simple piège. C'est vraiment... on ne peut pas qualifier ça d'idée, de position. Oui, parce qu'il y a des positions, tant bien que mal, qu'on peut soutenir. Mais celle-là, elle est insoutenable. Sur le plan géographique, sur le plan ethnique, sur le plan identité, sur le plan langue. Alors, sur le plan religieux, surtout. C'est encore comme ça.
est vraiment inconcevable. Alors que quelque temps après ce congrès, après cette réunion, ces fameuses réunions à Tripoli, le frère Ibrahim Hakim, alors il a repris le chemin de l'unité du peuple marocain. Il est nommé comme ambassadeur marocain à Genève. Je crois qu'il y est encore. Notre délégation syndicale, le président de notre délégation a demandé à un responsable, l'un des organisateurs de ce congrès syndical, que les frères Polisario, du reste, moi je les appelle toujours seulement Polisario, bien bien que notre frère, président de notre délégation, il a insisté auprès des congressistes pour faire admettre la délégation sahraoui, qui était vraiment inconcevable. Moi-même, je n'ose pas le faire parce que si on a fait ça, si on a passé ça au vote, j'aurais voté contre leur présence. Oui, c'est ce que j'ai dit soit à la délégation algérienne dont je fais partie, soit à celle préfabriquée de la République préfabriquée, Polisario. Alors, un des frères de Polisario a demandé au responsable à l'un des organisateurs de ce congrès s'il pouvait faire passer le film, projeter le film sur le mouvement Polisario. Alors on lui a dit, je vais demander l'autorisation au responsable, je reviens. Il part et il revient, il lui dit, oui, vous pouvez projeter ce film. Alors le frère Polisario, il a sauté de joie, voilà, il va faire connaître tout le déroulement, toutes les étapes du Polisario, du reste de tout ça à travers ce film, avec tout ce monde qui se trouvait à l'hôtel. Alors, le frère responsable libyen lui dit, oui, vous pouvez le projeter, mais dans votre chambre. Dans votre chambre. Voilà, d'une manière erronée. Pour dire, voilà, toute cette tracasserie, c'est pas de la politique, celle-là. Oui. Et lorsque j'entends quelques responsables, de hauts responsables algériens, qui se disent révolutionnaires, ils disent que la position algérienne vis-à-vis de l'Est, de la République arabe sahraoui, est une position algérienne et fait partie du principe de l'autodétermination demandée par notre révolution. Elle fait partie du principe du 1er novembre. Lorsqu'on entend ces propos des hauts responsables algériens, des hauts, par la force des choses, par des conjonctures, sont placés comme hauts responsables.
dire ses propos. Oui, oui, il compare la lutte de libération algérienne, oui, à celle de Polisario. Il compare la revendication du peuple algérien, oui, durant 132 ans, avec 7 à 8 millions de martyrs, oui, 7 à 8 millions de martyrs, parce qu'il n'y a pas seulement 1,5 million comme martyrs. Depuis 132 ans, la guerre n'a jamais cessé entre nous et la France. Et un responsable, est-ce qu'on peut, quelle crédibilité peut-on donner à ce responsable? Ce n'est même pas vraiment un niveau d'un adulte. Oui, comparé à la lutte de libération algérienne, la cause la plus juste reconnue mondialement, à celle de Polisario. Un conflit interne au peuple marocain. Oui, je ne dis pas peuple maghrébin, parce que vraiment c'est des insultes, c'est péjoratif. C'est à ce que je veux revenir déjà. Oui, au peuple marocain. Le peuple sahraoui n'est qu'une partie du peuple marocain. Maintenant, on voit le différement, le partage de pas mal de pays. La Corée est partagée en deux, l'Allemagne auparavant ça a été partagé en deux durant des années, le Soudan récemment, mais parler d'une république d'un autre peuple et surtout arabe, ça alors, c'est des insultes à l'adresse de nos ancêtres, c'est des insultes à l'adresse de toutes les populations vivantes en Afrique du Nord, c'est des insultes à toute l'Afrique. Et c'est des insultes à la mémoire de nos martyrs. Oui. C'est pas honorable, cette position algérienne en soutenant une république arabe dans notre continent. J'ai dit hier que l'unité africaine a été créée 950 ans avant Jésus-Christ. À la veille, ça pour l'information de notre jeunesse, surtout la jeunesse africaine. À la veille de la reconstitution, parce que l'unité a été déjà faite en 950 avant Jésus-Christ. C'était le colonialisme, une série de colonialismes, les Romains, les Byzantins, et toutes ces séries d'invasions qui ont divisé l'Afrique en 1000 morceaux. Après, en 64, lorsque l'ensemble des pays africains sont devenus indépendants, à la veille de sa création, le frère Ahmed Sékou Touré, avec, je crois que, deux autres, ils ont suggéré que le palais où doit se tenir la conférence pour la fondation de cette organisation de l'unité africaine doit porter, le slogan de cette, doit porter l'Afrique aux Africains, doit porter comment dirais-je, cette citation du roi Massinissa, l'Afrique aux Africains. C'est vraiment, ça va vraiment juste, c'est le moment juste, c'est ce qu'il faut pour cette unité. L'Afrique aux Africains. Il a été dit
a été faite déjà en 950, avant Jésus-Christ. Elle a été dite en 150 ans avant Jésus-Christ par le roi Maecenas. Ah ben, il y était 5 ou 6 ou 10 qui ont proposé ça. Oui, personne ne pouvait dire le contraire. Mais non. Jamal Abdel Nasser, en prenant Ben Bella par l'oreille, oui, en le tirant par l'oreille, oui, parce qu'il a présenté comme un élève, comme son élève. Jamal Abdel Nasser a présenté Ben Bella à l'organisation de l'oreille comme un élève, un de ses élèves. Oui, je ne vois pas comment, enfin, c'est une autre politique. Ben Jamal Abdel Nasser a soufflé un mot à Haïlé Sélassie. Il va dire il ne faut pas accepter ce sigle. Il ne faut pas l'accepter. Pourquoi? Il a dit parce que ce sigle a été dit pour éliminer le titre de l'empereur. En effet, lorsque Chenaka a fondé cette unité africaine, ils ont exclu l'Égypte parce que Pharaon n'a pas voulu céder à son titre. Il ne voulait pas être un roi comme tous les autres rois africains. Il veut garder le titre de Pharaon. Pharaon en langue amazigh, en langue hiéroglyphique, ça veut dire empereur, le roi des rois. Alors, tous les rois africains ont dit non. Tu es roi comme nous tous, mais si tu gardes ce titre, tu seras exclu de cette organisation. Oui, et le pharaon, il a préféré être exclu de l'Afrique que de prendre le titre qui lui est dévolu, celui d'un roi. Il préfère garder le titre de pharaon. Eh bien, Jamal Abdel Nasser, ça ne vient pas de lui, parce qu'il n'est pas intelligent à ce point. Oui, il n'est pas, parce que c'est quelqu'un qui ignore l'histoire. Jamal Abdel Nasser, c'est une poupée vraiment préfabriquée. On a fait de lui un géant. Par la suite, je vais en revenir. Il n'avait absolument rien de zaïm. Ce sont ceux qui ont créé l'arabisme qui ont fait de lui un zaïm. Alors, il a dit à Haïlé Sélassie de ne pas accepter ce titre. Eh bien, effectivement, oui, ce titre n'est pas qui a retenu l'Afrique aux Africains. Oui. Et maintenant, si vous voulez que j'ouvre une parenthèse concernant Jamal Abdel Nasser, je ne vois pas comment il se considérait comme un zaïm. De quelle révolution ou bien de quelle guerre vraiment parle-t-il, de quelle révolution parle-t-il? Il a eu le titre en faisant double trahison. Il a laissé le roi Farouk vraiment dormir. Ils l'ont pris un groupe d'officiers appelés officiers libres, oui, préparés de l'extérieur. Tout le monde sait qui est. C'était la CIA. Alors, qu'est-ce que c'est que alors, comment c'était ils ont fait ce scénario et le monsieur devient et pourtant le coup lui-même a été fait par le général Neguib. Le général était plus connu, plus respecté, tout ça. Et alors il a fait un autre coup de trahison contre le général Neguib. Ils ont trahi le roi et ils ont trahi le général Neguib. Il a pris le pouvoir parce qu'il a été choisi par la CIA.
Et l'affaire de Canal du Suez, c'est un simple scénario composé par le KGB russe, le Mossad israélien et la CIA et les services de sécurité français et anglais. Il voulait absolument faire de lui un zaïm. Et comment faire de lui un zaïm? Il n'a fait aucune révolution, il n'a fait aucune guerre. Alors comment faire de lui un zaïm? On lui a créé tout ce scénario. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, normalement, il ne tient vraiment, il n'a aucun passé révolutionnaire devant les responsables algériens qui ont lutté de génération en génération, de père en fils. Alors, normalement, il ne va pas oser lever la voix ou bien lever la tête. Oui, devant un simple jundi algérien, Jamal Abdel ne voit rien du tout devant un jundi algérien. Mais comme toutes ces forces-là, l'impérialisme, le colonialisme, le nazisme, le sionisme, eh ben, avec les deux pôles américano-russes, ils ont fait de lui un zaïm, ils en ont besoin. Eh bien, revenons à l'OUA. Alors, ce sont les gens qui ont fait de lui un zaïm, qui ont été ciblés, son refus, pour la citation de Massinissa, parce que cette citation de Massinissa dérange tout le monde, dérange l'Amérique, dérange l'Australie, dérange les Asiatiques, dérange les Européens. En réalité, les Asiatiques ne les dérangent pas. Mais les mercenaires, les volés au service des Anglais, ils sont aussi complices. Parce que l'Asie aussi, elle est victime comme l'Afrique. Enfin, pas aussi grave que l'Afrique, mais elle est aussi visée et tout. Elle a été victime aussi. Alors à ce moment-là, cette citation de Massinissa aurait vraiment évité toute politique d'ingérence d'un continent à un autre. L'Afrique aux Africains, l'Afrique a été souveraine, indépendante, économiquement, socialement, culturellement. Donc, les intérêts colonialistes, impérialistes, vraiment, pour eux, c'est, comment dirais-je, c'est mettre en péril, en quelque sorte, les intérêts européens. Le mot intérêt aussi, notre jeunesse doit le refuser. Lorsqu'on parle d'intérêt, alors on fait tromper la jeunesse européenne comme étant que leur gouvernement, leur politique coloniale fait une lutte dans l'intérêt de leur pays, de leur continent. Alors c'est faux. De quel intérêt? De quel intérêt? Par exemple, lorsqu'on parle d'intérêt colonialiste, intérêt, tout ça, de quel intérêt exactement? De quel? Comment? Bon, je pense quand même les intérêts économiques auraient été les meilleurs dans le cadre de partenariat avec des intérêts réciproques. Dans le cadre légal, ce serait beaucoup mieux. Ce serait beaucoup plus bénéfique. Oui, les intérêts américains. Quels sont les intérêts américains en Afghanistan? Quels sont les intérêts américains en Irak ou ailleurs,
au Vietnam. Alors, ce qu'ils voulaient, les Américains, ce qu'ils voulaient, avec un coup de téléphone, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Oui, oui, à bon marché, sans faire perdre une vie humaine, sans tuer des innocents, sans bombardement, et sans perdre un soldat américain. Sans perdre un soldat américain. Oui, avec des coups de téléphone. Oui, avec leur diplomatie, avec leur ambassadeur, ils peuvent vraiment faire des contrats vraiment à leur aise, à bon marché. Oui. Et ils ont les moyens de fixer les prix. Alors, je ne vois pas lorsqu'on parle des intérêts américains, parce que les intérêts américains, il y avait du pétrole, parce qu'il y a... Tout ça, c'est de l'imbécilité des journalistes, des imbécilités des écrivains, des imbécilités des chercheurs politiques, des philosophes, c'est de l'imbécilité de tous les gouvernements, des imbécilités de tous les commentateurs, et tout. Ah ben, et l'Amérique n'est pas obligée d'envoyer vraiment des porte-avions pour avoir du pétrole. Oui. Un simple coup de téléphone, elle peut avoir du pétrole au prix qu'ils veulent. Sans tuer les innocents et sans perdre un seul de leurs soldats. Parce que lorsqu'on parle des intérêts, justement, c'est pour tromper ces peuples, la jeunesse et le peuple, d'une manière générale, les Européens américains. Ils vont dire à ce moment-là, notre président américain, ils sont en train de défendre les intérêts américains en Asie, au Vietnam, en Irak. Où sont ces intérêts? Oui. De quel intérêt parti? Justement, il faudrait que notre jeunesse, vraiment que se ressaisisse, elle doit rejeter, elle doit faire comprendre à la jeunesse du continent européen, surtout et américain, que ces slogans, que c'est des journalistes, des commentateurs, n'est que des mercenaires, oui, au service d'une politique qui n'est pas dans l'intérêt des peuples, ni américains, ni du peuple afghanistan, ni du peuple irakien, ni du peuple américain, ni du peuple vietnamien, ni du peuple américain. Oui. Parce que la classe politique formée par ces universités, comme je l'ai dit à maintes reprises, vraiment fait passer des mots pour tromper des générations et des générations de jeunesse, pour tromper les peuples. Personne n'a dit, ben, vous parlez, monsieur, je ne sais pas qui est président des Américains, monsieur, vous parlez des intérêts. Donnez-nous la preuve de ces intérêts. En quoi? Est-ce que ces intérêts, vous ne pouvez pas les avoir par moyen de négociation? Dites-nous quels sont ces intérêts, dites-nous. Mais personne n'a demandé, parce que on les a tous. On a bloqué l'esprit qui réfléchit, et on alimente l'esprit, oui, qui admet tout, qui adopte tout, admet tout, croit en tout. Alors, on peut défier le monde entier, n'importe quel expert du monde, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sur le plan stratégie, sur le plan sécurité,
Alors, pour nous donner vraiment quel est l'intérêt américain au Vietnam, en Afghanistan et en Irak ou ailleurs. La même chose pour la France, parce que actuellement, il y a 38 pays de puissance militaire dans l'intervention en Afghanistan. Voilà. Avec tout, avec les FBI, avec la CIA, avec tous les services de sécurité européens, avec les moyens matériels sophistiqués, avec des officiers sortis de Saint-Cyr, de hautes écoles américaines, avec des avions sans pilote, avec tout ça. 38 pays n'ont pas pu mettre fin à un groupe de maquisards, oui, pieds nus. Ben ça veut dire quoi alors? Alors c'est une honte pour toutes ces puissances-là. Normalement, leur peuple, leur jeunesse, ils vont sortir dehors, ils vont dire « Oh, arrêtons, c'est une politique d'idiotie. Arrêtons ça. » Oui. Alors les épouses, les mamans, les soeurs, les parents, les pères et les frères, ils vont mettre dans la rue pour dire que nos enfants doivent rentrer d'Afghanistan. Nos enfants doivent rentrer de l'Irak. Nos enfants doivent rentrer de l'extérieur. Oui. Ben comment vous êtes, on est menacé, est-ce que les intérêts américains menacés avec des empires nus? Ah ouais, toutes sortes de puissances confondues n'ont pas pu mettre fin à un petit groupe de Ben Laden et de talibans. Donc ça prouve que soit que c'est des forces fantoches, c'est des forces seulement diaboliques. Mais en entendant les intérêts américains, on est répété par les commentateurs, des journalistes, avec une idiotie, avec une imbécilité, vraiment avec une politique abominable, avec toutes sortes de vraiment pernicieuses, toutes sortes de politiques pernicieuses. Mais ils n'ont pas de... Donc le mot intérêt de la France en Afrique, la France, alors, je ne vois pas comment le peuple français, avec son niveau, avec toutes ses expériences, avec toutes les guerres, l'Amérique aussi, et les autres aussi, et surtout la France et l'Amérique. Ils en ont des expériences. Mais comme l'a dit le général Giap, que le colonialisme des mauvais élèves, ils ne sont pas seulement des mauvais, ils sont des idiots. Oui. Faire perdre ses enfants, comme ça, bêtement, et les envoyer dans un autre continent pour tuer les innocents, pour tuer des gens qui veulent gérer leur peuple, leur patrie, à leur convenance. Oui. Ils veulent gérer, s'ils veulent vraiment couvrir la femme, la faire sortir dans l'emballage.
à quoi ça regarde les gens? Oui, ils veulent sortir leurs femmes dans l'emballage. Ça ne regarde que ces femmes. Oui. Ces femmes, ils peuvent bien se défendre. Ils peuvent se défendre, oui. Parce que pour d'autres choses, ils font des coups vraiment spectaculaires. Oui. Ils partagent les familles, ils partagent les voisins, ils partagent. Ils créent toutes sortes de machins. Ils jouent leur mari comme sur des baguettes. Alors ils peuvent se défendre. Oui. Ben, ils peuvent sortir dans la rue, ils vont dire aux gens là, montrez-nous quelque chose dans le Coran qui nous condamne à sortir dans l'emballage. Donc, c'est des choses qu'on peut dénoncer et condamner à l'ONU, dans les organisations internationales et tout ça. Mais envoyer des porte-avions qui coûtent je ne sais pas combien, et envoyer toute une jeunesse mourir, contre qui? Contre des gens qui veulent gouverner leur peuple, leur pays avec leurs idées, avec leurs pensées. Ouais, ils sont libres, non? Mais où est l'ONU? S'il y avait de l'ONU, si l'ONU était composée d'hommes avec un minimum de sagesse, un minimum d'honneur, un minimum de bravoure, un minimum de morale, ils vont pas laisser tout ça se passer dans le monde. On va dire, monsieur, ça ne vous regarde pas. Les talibans, ils sont chez eux. Les Vietnamiens sont chez eux. Les Irakiens sont chez eux. Alors, chacun est libre, chacun doit répondre devant son peuple, et non devant Maison Blanche, ou aux Champs-Élysées, ou Londres. Mais, à partir du moment où on parle d'intérêt, alors les peuples de ces puissances pensent que leur vie, leur bonheur, leur confort est menacé par qui? Par les talibans, par les Vietnamiens, par les Kurdes. Ah oui. Oui. Les talibans, les Vietnamiens, les Irakiens vont empêcher des satellites américains de monter au ciel. Vont empêcher le développement américain, vont mettre en péril, en danger le confort américain, ou bien le confort français. Alors qu'ils savent bien, il y a bien sûr, il y a des familles plus misérables qu'en Éthiopie, qu'en Afrique, qu'en Afghanistan, qu'en Pakistan, ailleurs. Il y a des régions, des populations entières américaines qui ne vivent que de la soupe populaire. Est-ce que c'est les talibans qui ont fait ça? Qui ont provoqué cette misère pour des gens que il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y avait 38 millions américains
qui vivaient dans ce populaire. Est-ce que c'est les talibans qui ont provoqué la misère pour 38 millions il y a 10 ans? Oui. C'est la même chose. Est-ce que c'est les talibans? Est-ce que c'est les Kurdes en Irak? Ou bien c'est au Vietnam qui ont vraiment réussi, comment dirais-je, qui ont provoqué la misère en France pour je ne sais pas combien de personnes qui dorment dehors, pour les SDF. Ah oui. Oui, sans domicile fixe en France ou en Angleterre ou ailleurs. Et c'est les talibans qui les a privés de logement. C'est qui les ont privés de logement. Oui. C'est pas les talibans, c'est pas les Vietnamiens, c'est pas les Irakiens, c'est pas les autres. Donc, le mot intérêt doit être retiré du discours des commentateurs, de ces valets serviteurs, et doivent être dénoncés par la jeunesse, dire donnez-nous la preuve que le bien-être américain est menacé par les talibans, est menacé par les Vietnamiens, est menacé par les petits pauvres peuples bombardés par les forces de l'OTAN. Donnez-nous la preuve. Oui. Alors, quelle est la Libye qu'on peut trouver après? Donc la jeunesse, particulièrement les étudiants de toute l'université, doivent crier haut et dire arrêtez. Arrêtez cette politique. C'est pas une politique. Oui. Ce machin diabolique. Arrêtons ce diabolique. Donnez-nous la preuve que le développement scientifique, le développement économique américain ou français ou anglais est menacé par les talibans, est menacé par les Vietnamiens, est menacé par je ne sais pas qui. Oui. Je ne sais, on ne voit pas comment. Cuba qui était juste à côté, en face, avec toute une puissance. C'est l'ennemi numéro 1 des Américains. Mais ils n'ont jamais porté un tort à l'Amérique. Mais on n'a pas fait tout cette grande mobilisation contre Cuba. Et pourtant, c'était et est la satellite russe. Et actuellement, Cuba devient eux-mêmes vraiment un pôle de résistance communiste. Oui. Maintenant, le communisme n'est plus à Moscou, mais il est à Cuba, à La Havane. Mais on n'a pas mobilisé toutes ces forces contre ce peuple. Alors, comment on mobilise vraiment toutes les 38 pays de l'OTAN contre des petits groupuscules? Oui. Qui n'arrivent même pas à trouver de quoi manger. Durant des jours, durant des journées, durant des mois.
Mais alors donc, la jeunesse doit demander les raisons, doit demander comment. Comment dire que les intérêts américains sont menacés. C'est pourquoi il y a une transaction d'un continent à un autre. Donc, ce genre d'argument, il faut dénoncer ceux qui ont lancé ces arguments, oui, et il faut les maudire. Oui, parce que c'est des mercenaires, c'est des serviteurs, c'est des valets au service du diable. Oui, je ne veux pas. Comment, si on laisse, si on respecte la souveraineté africaine dans toutes ses formes, si on évite toute ingérence française en Afrique, je ne vois pas le danger pour les intérêts français. Ou bien au contraire. Si la stabilité est le seul moteur de développement, et si il y a la stabilité, il y a un développement, avec un développement, l'Afrique devrait devenir un grand client. Oui, un partenaire vraiment important qui peut sauver l'économie européenne. Oui, je dis bien, peut sauver l'économie européenne. Parce que vraiment, 54 pays, c'est 54 clients. Oui, qui ne sont pas exigeants. Oui, c'est une clientèle qui n'est pas exigeante. Oui, on donne beaucoup plus la priorité à la sincérité avant le produit. On accepte le produit tel qu'il est, à condition qu'il y ait une sincérité, un sérieux dans l'échange, dans la vente et les achats. Oui. La seule clientèle qui n'est pas exigeante, c'est la clientèle africaine. Donc le respect mutuel, oui, est la clé, est la meilleure politique management des Européens en Afrique. Alors, vraiment, prendre vraiment les complots, l'ingérence, la division des peuples, la vente d'armement, et l'ingérence dans la politique dans tous les pays, de tous les pays africains. Si c'est ça que vous avez, c'est de ça que dépendent les intérêts français, eh bien, il faudrait que le peuple le sache. Il faudrait que votre jeunesse le sache. Il faudrait que vos étudiants à l'université le sachent, l'étudient. Oh oui, je sais que c'est pas ces gouvernements qui vont dire ça, qui vont dévoiler tout ça. C'est à la jeunesse estudiantine africaine, faisant appel à la morale de la jeunesse européenne, de la jeunesse américaine, de la jeunesse asiatique et australienne, pour appeler ces gouvernements à la raison, de stopper cette politique n'importe comment. Sinon, vraiment, des grèves illimitées. Oui.
pacifiquement, d'égal et limité. Alors, parce que l'Afrique doit d'abord retenir la France, oui, avec la France, si elle veut renouer l'amitié avec l'Afrique, elle doit secouer l'UNESCO, parce que l'UNESCO se trouve en pleine capitale française. Elle doit secouer l'UNESCO pour la main levée, oui, sur l'Afrique du Nord, afin que cette Afrique du Nord garde ses racines africaines, afin que l'Afrique récupère les pays de l'Afrique du Nord, y compris l'Égypte bien sûr, oui, et dénoncer solennellement, publiquement, par tous les moyens, l'arabisme. Pour démanteler, oui, toutes les comment dirais-je, démanteler tous les réseaux baasistes, arabistes, oui, et pour que l'Afrique soit ressoudée, pour que l'Afrique soit unie, pour que l'Afrique, oui, récupère ces pays arabophones. Effectivement, je reviens à notre frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI. J'ai dit hier, je l'ai dit à maintes reprises, qu'une simple déclaration de sa part, une déclaration qui va rehausser son honneur, qui va rehausser sa majesté, qui va rehausser sa noblesse, et qui va rehausser la fraternité. Et voilà, avoir la confiance de toute l'Afrique. Oui, un soutien de la jeunesse et de toute l'Afrique. Oui, une simple déclaration. Cette déclaration est un devoir religieux, est un devoir historique, est un devoir culturel, est un devoir, un signe de bravoure. Oui. Oui. Si on a inculqué à pas mal de familles, y compris celle du royaume marocain, qu'ils étaient des chérifiens parce que ils sont des descendants du prophète, admettons-le. Oui, admettons-le. Il ne va pas le nier. Ses parents, son grand-père, c'est tout ça, l'ont dit, admettons-le. Mais, justement, si vraiment ils sont descendants du prophète, c'est justement qu'ils ne sont pas arabes, parce que le prophète n'est pas arabe. Oui. Le Coran Dieu a dit, on n'a rien omis dans ce livre. Dieu n'a rien omis dans ce livre. Il a dit, Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa Ali Imran wa Ali Ibrahim ala al-alamin zurriyatun ba'dhuhum min ba'd. Dieu disait, Dieu a choisi
Adam et Nuh, oui, comme ancêtre, parce que Nuh, avec Nuh, il a régénéré l'humanité après le déluge. Oui, c'est avec la famille de Nuh, la famille de Nuh que Dieu a régénéré l'humanité. Donc, ce sont les deux ancêtres de l'humanité, Adam d'abord, ou Hawa, puis après régénéré par Noé. Et il a élu aussi, nous a choisi aussi la famille d'Ali Amran et la famille d'Abraham. Ces deux familles, ce sont des cousins l'un envers l'autre. Donc, une même famille partagée en deux, entre la famille d'Abraham et la famille d'Ali Amran. Ce sont des cousins. Ce sont de ces deux-là seulement que Dieu a choisi l'ensemble des prophètes. En dehors de ces deux familles, il n'y a pas de prophète. Tout le monde sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est descendant d'Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Et les peuples arabes existaient bien avant, en arrivant à Abraham, en arrivant avec sa femme Hajara et son fils Ismaël à la Mecque. Il en a trouvé déjà à la Mecque, autour de la Mecque, 5 grandes tribus. La plus grande tribu à l'époque, des tribus arabes, était Ibn Jurhum. Et les autres tribus plus loin dans le territoire actuel d'Arabie Saoudite. Mais déjà au niveau de la Mecque, au niveau de la Kaaba, il y avait 5 grandes tribus. Et alors Mohammed est le descendant d'Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Alors si Mohammed, si Mohammed est arabe, donc Ismaël est arabe. Si Ismaël est arabe, donc Ibrahim est arabe. Alors que et aucun, il n'y a que les ignorants, les imbéciles, les idiots, oui, qui pensent, et qui admettent et qui croient que Mohammed est un arabe. Oui, il faut vous dire, c'est pas par méchanceté que je dis ça. Oui, c'est pas par méchanceté. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que quelqu'un qui lit le Coran, qui ne veut pas se référer au Coran, et il dit n'importe quoi pour faire tromper tous les gens. Parce que lorsqu'on voit, on dit que l'Égypte est arabe. Alors à ce moment-là, bien sûr, en mangeant sur 84 millions déjà d'Égyptiens vivants, sans compter ceux qui sont morts depuis Pharaon à ce jour. Alors, comment ils ne vont pas mentir pour une seule personne de Mohammed? Oui. Des populations tout entières de l'Afrique du Nord, on dit qu'ils sont arabes. Alors, Mohammed VI, Sa Majesté Mohammed VI, je pense que la déclaration qui devait se faire sera une déclaration historique qui va permettre même à ses ancêtres de se reposer vraiment en paix. Parce que il y avait des lacunes de leur part. Oui, c'est une lacune de leur part. Ils auront dû se ressaisir de ça. Mais ils ne pensaient pas qu'il y aurait l'exagération d'après. Alors donc, cette déclaration éventuelle va dire que dorénavant, le mot Maghreb ne sera plus prononcé. Un courrier qui nous vient de n'importe quel coin du monde, en
au nom de Maghreb sera retourné à l'Omboya. Oui. Les en-têtes de toute la paparazzi où on porte Maghreb doit être effacé, jeté, brûlé. Le mot Maghreb ne sera jamais prononcé désormais. Oui. À partir de là, l'Afrique récupère l'Afrique du Nord et ça va se souder. Eh bien, le roi Mohamed VI aura un soutien total des peuples africains en général, plus particulièrement de l'Afrique du Nord. Donc, cet appel, moi j'interpelle la jeunesse africaine d'une manière générale et celle universitaire d'une manière particulière. La déclaration éventuelle de Mohamed VI, elle sera conforme à la religion, à la morale, à la culture, à l'histoire et à la géographie. Et tant que cette déclaration n'est pas faite, c'est une atteinte à la morale, c'est une atteinte à la religion, c'est une atteinte à la géographie, c'est une atteinte à la culture, c'est une atteinte à l'identité, c'est une atteinte à l'unité des peuples africains. Alors, l'éventuelle déclaration que j'espère bien que notre frère, Sa Majesté Mohamed VI, ne va pas aller à l'encontre de la religion du Coran, à l'encontre même de la volonté du prophète, parce que le prophète reconnaît l'identité de chaque chose, parce que dans le verset du Coran, chaque langue est une preuve de Dieu. Non. Toutes les langues du monde sont des preuves de puissance de Dieu. C'est des preuves de la puissance de Dieu. Nier une des langues, surtout la sienne, ça, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans l'islam. C'est quelqu'un qui n'a pas sa place dans la foi musulmane. Alors, de l'autre côté, c'est la jeunesse africaine qui doit boycotter toutes les équipes sportives de l'Afrique du Nord, des pays arabophones, qui se disent arabes, donc la jeunesse africaine doit rejeter, ne doit pas permettre aux équipes, à toutes les compétitions africaines, la participation de ces pays qui se disent arabes. Je pense avec ces deux actions, l'unité africaine sera faite d'elle-même. C'est avec ça seulement, ces deux actions, alors là, le continentalisme va être suivi partout dans le monde. Et c'est le continentalisme qui va garantir la paix, la sécurité de l'individu, la sécurité des peuples, la sécurité des biens, et asseoir la paix et la fraternité humaine.
je termine la quatrième partie. De toutes les façons, toujours dans le cadre africain, l'Algérie en tant que peuple africain, comme ou non, célèbre cette année 50e anniversaire de son indépendance. Demain, on va essayer de voir le bilan de l'indépendance de l'Algérie. Ce bilan doit vraiment concerner toute l'Afrique. Il faudrait que chaque État, lorsqu'il célèbre l'anniversaire de son indépendance, doit donner un bilan. Oui, un bilan qui va s'inscrire dans l'activité des peuples africains. Oui, le bilan algérien doit concerner tous les peuples d'Afrique. Il y a du positif, il y a du négatif. C'est des leçons à apprendre. Alors donc, à demain. Inch'Allah, si Dieu veut. Oui.